secret, c'est de se faire plaisir dans l'assiette. 1,90 €, un œuf mayonnaise champion du monde, je pense que c'est du jamais vu aujourd'hui. Et en fait, tout simplement, c'est qu'on a fait notre recette traditionnelle, qui est la même qu'on sert aux clients, et qui aujourd'hui, on la présente plus. Donc un œuf mayonnaise ici, tous les jours, c'est une limite l'apéro. Alors, la promesse du bouillon était d'avoir un lieu convivial avec des produits locaux et une cuisine canaille, de partage, de plaisir, à petit prix, de bonne qualité, pour la gente parisienne qui recherchait un endroit pour se délecter de cette bonne nourriture. Et Bouillon République aura le même engagement, la même volonté de le faire, mais avec un terroir, comment dire, une atmosphère un peu plus strasbourgeoise, alsacienne, de l'origine de chez Jenny. On garde un petit peu cette empreinte. Donc ça va faire 4 ans déjà cette année, malgré le Covid, 1 an et demi, un peu tendancieux on va dire, avec cette période compliquée, qui nous a permis d'avoir des opportunités, avec Bouillon Service notamment. En décembre 2019, en place Célieu d'ici du Bouillon Pigalle, on avait du coup repéré chez Jenny, qui était devenu notre nouveau projet. Donc on était déjà dans l'acquisition de cette brasserie traditionnelle de réputation. Et il y avait à côté de cette brasserie le Chez Adrien, un petit local, un petit restaurant tapas, vin. Et on se disait qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit. Et on s'est dit pourquoi pas lancer du take-away. On était vraiment sur le take-away à l'époque, à l'américaine. On s'est dit c'est quelque chose qui est prometteur. À Paris, tout doit aller vite, donc on pourrait préparer quelque chose avec de la vente à emporter dans ce petit local, avec une production sur place à République. Et la pandémie étant venue, après 1 mois de réflexion, chacun chez nous habitué à aller dans tous les sens, à vadrouiller dans tout Paris, courir après les fournisseurs, les clients, les serveurs, etc. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester chez nous comme ça. On a cherché, on a développé, on a créé une carte, on a créé un packaging, une recette aussi, parce que faire un bourguignon sur place et faire un bourguignon à emporter, c'est pas la même chose, parce que du coup, on fait de la vente à emporter à réchauffer à la maison. Donc, il faut que le produit puisse répondre à un réchauffement, pas climatique, c'est de la tête, mais un réchauffement à la maison, au micro-ondes, à la casserole, au four, sur différentes recettes. On a fait plein d'essais, plein de tests, et on a lancé en fin mai 2020, du coup, Bouillon Service, qui est resté depuis un point de vente à Pigalle, et depuis aujourd'hui République, et d'autres Champs de Mars aussi. On a une petite boutique, et on a encore de nouveaux projets avec cette marque qui s'est développée, et qui aujourd'hui répond de plusieurs milliers de repas par jour. C'est découvrir, c'est papilles, c'est plaisir sensation, voilà. Je pense à des gens malheureusement qui aujourd'hui, avec le Covid, ont perdu le goût ou l'odorat, ou qui n'ont plus les mêmes sensations en mangeant des choses. Donc c'est vraiment de profiter un max maintenant de tout ce qu'on peut avoir sous la dent, à croquer, à manger, à boire, à humer de nourriture, et de se faire transporter. Grâce déjà à Paris, on a la chance d'avoir tout à proximité au niveau de la culture de la cuisine. Donc de profiter de tout ça, de se faire plaisir, de voyager, parce qu'on a encore peu de temps pour nous pour le faire. Bonjour Jean. Bonjour. C'est marrant, vous êtes beaucoup moins grand au téléphone. On me le dit souvent. Vous êtes fondateur de Panorama Group, oui, et fondateur de Dévore, qui s'appelait hier dans le temps, Dark Kitchen. Tout à fait. Et donc, on va reparler des deux sujets à la fois. De l'évolution un peu des restaurants, comment est-ce que vous avez traversé cette période, et puis des Dark Kitchen, et qu'est-ce que c'est d'abord aujourd'hui que Dévore, et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ce nom. On peut peut-être commencer par les restaurants pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de voir. D'abord, comment ça va aujourd'hui pour vous, et comment ont évolué vos adresses au fur et à mesure de ces mois compliqués? Alors, ça va. Ça va. On a eu très peur, mais finalement, on s'en est sorti, pour l'instant du moins. Pour le contexte, on a des restaurants donc à Paris et en province, notamment à Nice. On a fait une très très belle saison d'été. Paris, c'était beaucoup plus compliqué, mais ça y est, on rentre enfin. On fait partie des rares personnes qui attendent l'hiver, les restaurateurs parisiens qui n'ont pas de terrasse. Donc ça commence à repartir depuis une semaine. On est assez content, et puis surtout ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un engouement absolu pour le restaurant immédiatement. Paris, c'était différent, la ville était un peu vide, il y avait beaucoup moins de touristes, mais Nice, c'est incroyable, la clientèle, les gens avaient terriblement envie de retourner au restaurant, et Ouais. donc,
ça nous a fait très plaisir. Se retrouver. Je crois qu'on avait tous très envie d'aller au restaurant et voilà, pardon, on me parle en même temps sur l'écran, c'est incroyable la technologie. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro pour qu'on vous entende bien? Par rapport à ces restaurants, vous, la promesse par rapport au bouillon qui promet une cuisine canaille, etc., qu'est-ce que c'est que la promesse des restaurants de Panorama? J'entendais tout à l'heure l'intervention sur les sondages qui ont été faits sur les nouvelles générations, les anciennes générations, le restaurant, la livraison. Nous on pense qu'il y a un élément fondamental dans la restauration, c'est l'expérience. Donc, au-delà du prix sur lequel se positionne pas mal le bouillon, nous on pense qu'il faut des lieux vraiment forts. C'est l'exemple du restaurant Boca qu'on a ouvert à Nice, qui a un rooftop de 300 mètres carrés en plein centre-ville. Et on pense que les gens vont au restaurant pour se retrouver, qu'ils aiment faire ça dans un lieu qui change de l'ordinaire. Ils auraient pu le faire chez eux, ils le font ailleurs, donc il faut qu'on leur donne un cadre particulièrement travaillé. Donc c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui. En plus, on a des offres assez larges, c'est-à-dire qu'on n'a pas un concept de restauration unique. On fait de la trattoria italienne, on fait du bistrot, on fait de la cuisine méditerranéenne, tapas bar, comme Boca qu'on voit en ce moment à l'écran. Donc on essaye en fait de matcher un concept food avec un décor. Okay. Et c'est ce qui fonctionne. C'est la convivialité, finalement, avant tout. C'est un lieu où on se sente bien, où on a envie d'aller pour l'endroit, tout en trouvant des bonnes choses. Il faut imaginer que le fait de sortir dehors et de voir ses amis, c'est aussi l'occasion de découvrir un lieu. Ouais. Et nous, on est persuadés qu'au-delà de la cuisine, qui est un élément évidemment important, mais on n'a pas la prétention de faire de la gastronomie étoilée. Au-delà de la cuisine, ce qui est important, c'est le lieu et l'ambiance. C'est intéressant aussi, c'est que je le disais, vous avez fondé Devor. Donc Devor, c'est Deliver to your room. To your door. Voilà, pardon. Je ne suis pas fatiguée du tout. Comment est-ce qu'on traduit l'expérience en restaurant quand on se lance sur justement une offre de dark kitchen, donc, et qu'on n'a pas ça à offrir à ses clients? Alors, on a un autre type de proposition de valeur. Nous, on pense que déjà, alors, pour remettre le contexte aussi, nous, on s'est lancé dans les cuisines virtuelles. Ne les appelons plus des dark kitchen parce que je trouve ça très péjoratif, même si on est un peu à la base du truc. C'était le nom quand même, ça s'appelait Dark Kitchen. C'est comme ça qu'on est même propriétaire de la marque Dark Kitchen en France, donc mais bon, je bats ma coulpe. On a lancé ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un appétit grandissant pour la livraison à domicile et qu'on n'était pas capable de le faire depuis nos restaurants traditionnels. Pour une raison simple, c'est que quand on est concentré sur l'expérience dans son restaurant traditionnel, on ne peut pas être concentré sur l'expérience des gens qui ne sont pas dans le restaurant. C'est déjà suffisamment compliqué de satisfaire les gens qui sont sur place. Et donc on a lancé ces restaurants qui sont en fait des restaurants proprement parlé, mais sans salle, et uniquement tournés vers la livraison. Et pour moi, et Dieu sait si en ce moment on parle des dark kitchen, du risque que ça fait porter à la restauration traditionnelle, etc., on est sur deux métiers totalement différents. Et d'un côté, on est sur un moment social d'expérience, de rencontre. De l'autre, on est sur de la commodité. J'ai pas le temps de faire la cuisine, j'ai pas le temps d'aller faire des courses. On rejoint un peu tout à l'heure ce qui se disait sur Cajou et Frischti. Je me fais livrer quelque chose. Donc finalement, on n'attend pas une expérience aussi incroyable quand on sera au restaurant. Tout ce qu'on veut, c'est être livré vite, chaud et que ce soit bon. Et c'est déjà la base de la proposition de valeur. Après, moi j'ai tendance à dire qu'on est encore, alors on n'est plus trop à la préhistoire, mais on est plutôt au Moyen-Âge de livraison maintenant. On a fait un grand bond en avant avec le Covid. Donc tout reste à inventer sur le sujet. Je pense qu'il y a de la recherche et développement à faire sur du packaging, sur une expérience vraiment chez soi. Aujourd'hui, nous, notre proposition de valeur, c'est essentiellement de dire bon, ben, vous commandez chez nous, vous allez être livré vite, ça va être bon et en plus ce sera chaud. Et c'est un choix de produit aussi, parce que là on voyait des images de burgers, de tacos. Tout à l'heure on entendait sur le bouillon que la recette ne pouvait pas être exactement la même parce qu'elle était vouée à être réchauffée. Il y a un arbitrage qui se fait en se disant bon ça c'est plutôt, ça restera dans un restaurant et ça peut être envoyé directement. Bien sûr, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que la plupart de nos restaurants traditionnels ne font aucun delivery. Au-delà du fait qu'il n'y a pas d'expérience, c'est difficile de combiner l'expérience dans le restaurant et d'avoir des livreurs devant le restaurant qui viennent chercher des sacs. C'est pas la typologie de plat qui se livre facilement. Aujourd'hui, au-delà de la problématique du fait que les gens essentiellement qui commandent sur ces plateformes cherchent une typologie de produits, et rendons-nous à l'évidence, aujourd'hui c'est plutôt du burger que du bœuf bourguignon, mais j'ai tendance à dire que ça va changer, notamment parce que la population on s'adresse à une population assez jeune, donc elle va vieillir, elle va changer d'habitude de consommation.
C'est possible. Et donc, oui, il faut sélectionner ses produits. Oui, il faut sélectionner des produits qui voyagent, même s'il y a forcément une dégradation du produit par rapport à une sortie de passe dans un restaurant classique. Oui, il faut réfléchir à des produits qui supportent un réchauffage potentiel si jamais il a voyagé un peu trop longtemps ou dans des mauvaises conditions. Et ça, c'est le travail que font mes équipes opérationnelles, le directeur produit, sur lesquels on réfléchit beaucoup. C'est un vrai sujet. Et pour être tout à fait honnête, moi, on croit énormément au marché, on croit énormément au fait que la livraison de repas à domicile est quelque chose qui va se démocratiser et qui va devenir quasiment une habitude de consommation courante. Mais qu'avant ça, il y a énormément de travail à faire sur toutes les logiques de production, toutes les logiques de livraison et sur aussi la recherche et le développement pour améliorer le transport du produit sans qu'il se dégrade. La différence aussi avec la restauration, c'est qu'il n'y a pas le même bouche à oreille. On ne tombe pas sur Devor comme on tombe sur un des restaurants à Paris, à Nice, tels que ceux que vous avez. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour exister dans un paysage qui est quand même très chargé ? Alors détrompez-vous, on tombe sur un restaurant aussi sur les plateformes. Parce qu'au même titre que vous allez vous balader en ville, probablement dans une zone de chalandise assez courue, et vous allez tomber sur un restaurant en placement numéro 1. Quand vous allez ouvrir une plateforme de livraison type Deliveroo, Uber Eats, il y a aussi ce qu'on appelle du real estate sur cette plateforme, qui correspond en fait au nombre de pixels sur l'écran que vous allez prendre avec votre restaurant et à votre classement dans le menu déroulant. Autrement dit, plus vous êtes classé haut, et plus les gens vont avoir de chances de voir votre restaurant. Et pour être haut, la solution principale, c'est d'être exceptionnellement bon en opération. Okay. Il y a un algorithme qui permet de calculer le temps d'attente des livreurs. Si vous tenez vos scores en termes de... Si vous dites « je livre en moins de 3 minutes », eh ben, il faut livrer en moins de 3 minutes. Les notes des clients, le pricing. Et en fonction de tous ces éléments-là, la plateforme va vous faire monter ou descendre. Et donc, vous allez vous retrouver avec un bon emplacement ou un mauvais emplacement. Et donc, on va passer devant votre restaurant virtuel plus facilement ou moins facilement. Du coup, ça change quoi à votre métier, concrètement au quotidien ? Alors, nous, on continue à faire les deux. Boca, c'est un restaurant qu'on a ouvert il y a 1 an. Et les restaurants virtuels, ça fait 3 ans qu'on en fait. Donc ça change quoi ? C'est que d'un côté, on continue à travailler sur l'expérience, sur les emplacements, sur des expériences d'exception. Et de l'autre, on travaille sur un modèle qui est plus digital, qui est plus moderne, qui est plus dans le process, plus dans l'analyse, les chiffres, la data. C'est passionnant aussi, c'est un autre métier. Il y a des restaurateurs qui ne se retrouveraient pas là-dedans parce que eux, ce qu'ils adorent, c'est le contact client et le fait d'être à proximité de leurs clients. À titre personnel, ce que j'aime, c'est créer des lieux, imaginer des ambiances et après voir les gens qui s'amusent dedans, mais pas forcément être... pas leur parler. Si je devais parler à tous les clients de mon restaurant, ce serait un peu compliqué, mais ça fait partie vraiment de la magie de ce métier-là. Mais il y a aussi un métier qui est hyper intéressant, c'est l'exploration d'un nouveau marché et l'invention de nouvelles pratiques où tout reste à faire. Merci beaucoup pour ce partage Merci à vous. d'expérience, ce témoignage.